Bonjour à tous. On va commencer par une petite mise en place anatomique. Donc, puisqu'on parle d'acouphènes, donc on va parler de sons et de bruits perçus par l'oreille et de sons qui ne sont pas forcément présents. L'oreille qui va avoir l'impression de créer un son alors qu'il n'y a pas de son perçu dans l'environnement. On va commencer. Donc, moi, je vais vous faire un petit rappel anatomique et physiopathologique. Et puis ensuite, Brigitte reprendra ça également. Donc comme ça, vous aurez un peu un panorama global de tout ça. Donc sur cette première diapositive, pour montrer un petit peu la complexité des choses, donc je vous ai mis en place l'anatomie globale de l'oreille. Donc l'oreille qui se compose de trois parties. Je vais peut-être me mettre par là, ce sera plus simple. Donc ici, ce serait une oreille vue de face, comme ça. Donc on a le pavillon de l'oreille qui serait ici, le conduit auditif externe, la membrane du tympan qui est ici, et donc juste derrière la membrane du tympan. Donc tout ça, c'est l'oreille externe. On arrive dans l'oreille moyenne avec le tympan et le système des osselets qui va permettre une transmission du son entre le tympan et l'oreille interne. L'oreille interne qui va être comprise dans les structures osseuses de l'os temporal ici. Donc tout ça aussi, c'est notre frustration médecin ORL, c'est que par rapport aux ophtalmos qui peuvent voir la rétine, donc qui vont avoir une vision sur l'organe sensoriel de la vision, l'ORL ne peut pas avoir une vision directe sur l'organe sensoriel de l'audition, puisqu'il est enfermé dans cette structure osseuse profonde et que la moindre ouverture de cette structure va entraîner des fuites des liquides qui sont présents dans l'oreille interne et une altération de la structure. Et donc, on ne peut que très difficilement aller explorer les structures de l'organe sensoriel, donc qui est l'organe de Corti à ce niveau. On va mettre de côté tout de suite les acouphènes dits objectifs. Les acouphènes objectifs, c'est un petit peu particulier. Ça veut dire que c'est un acouphène. Le patient perçoit un son. Il se plaint de percevoir un son. Quelqu'un à côté de lui ne va pas l'entendre. Mais pour autant, comme c'est objectif, ça veut dire qu'il y a vraiment un son présent qui va être perçu par l'oreille interne et transmis. Donc on voit tout de suite sur l'anatomie que notre oreille interne dans l'os temporal, elle va être à proximité de structures importantes et de structures qui sont potentiellement bruyantes. Juste ici, on va avoir des gros vaisseaux, donc l'artère carotide, la veine jugulaire, et donc déjà, on va avoir un flux vasculaire à proximité directe, même dans l'os temporal, et qui, dans certaines conditions, va pouvoir être transmis à l'organe de Corti et perçu comme un souffle. Donc ça, c'est une forme particulière. On va pouvoir parler d'acouphènes, mais c'est un monde un peu particulier. D'acouphènes, encore une fois, objectif. Lorsqu'on a une petite fistule artério-veineuse ou durale, lorsqu'on va ausculter au niveau cervical ou au niveau temporal, on va pouvoir percevoir le souffle que le patient rapporte. Donc c'est en ce sens que c'est objectivable, cet acouphène. Les autres éléments, c'est qu'on voit juste au-dessus, posé sur l'oreille ici, ça va être les structures cérébrales avec le lobe temporal. Et donc, ce lobe temporal est vraiment très, très proche de l'oreille interne. Le cerveau est donc compris dans la boîte crânienne. Donc, c'est une boîte osseuse non extensible avec quand même une vascularisation qui arrive. Donc, à l'intérieur de la boîte crânienne, il y a forcément toujours un son pulsé induit par la circulation vasculaire. Et donc, si dans certains cas pathologiques, par exemple, on a une petite ouverture de cette structure-là qui est le canal semi-circulaire supérieur, donc il y a une partie de l'oreille interne qui s'occupe en principe d'équilibre, mais si c'est ouvert ici, ce pulse vasculaire va pouvoir être transmis par l'intermédiaire de la méninge à l'oreille interne et diffusé jusqu'à l'organe de Corti, et donc être perçu comme un souffle. Celui-là, le clinicien ne pourra pas l'identifier par l'auscultation. Par contre, sur un bilan radiologique, on va pouvoir mettre en évidence cette petite ouverture au niveau de l'oreille interne. Voilà, donc tout ça, c'est d'un côté tout ce qui est acouphène, encore une fois, objectif. Il y a vraiment un bruit, donc l'oreille entend un son. Le plus souvent, c'est un son qui correspond à un souffle
qui peut être d'origine donc endocrânienne ou d'origine vasculaire, en tout cas à la périphérie de la structure de notre oreille. Ça va pour l'instant? Voilà. Le plus souvent, quand même, dans la grande majorité des cas, l'acouphène est dit subjectif. Donc pour le coup, il n'y a pas de son présent, ni interne ni externe. Par contre, le patient entend un son. Donc le plus souvent, c'est assez souvent par opposition au souffle décrit, c'est plutôt des souffles continus ou des chuintements. Donc un ch ou bien un sifflement, souvent dans les aigus, qui va être perçu dans ces cas-là. Et donc à ce moment-là, va intervenir toute la complexité de la fonction de l'oreille interne, donc des voies auditives et du cortex auditif. Et le problème va pouvoir se situer sur toute cette chaîne de transmission de l'information auditive. Donc c'est ce que je vous ai remis là. On va se situer du coup, cette partie-là qui est enroulée sur elle-même, 2 tours et demi de spire, c'est la partie qu'on appelle la cochlée. Et à l'intérieur de la cochlée, c'est là qu'on va trouver l'organe de Corti, les cellules ciliées, qui sont en principe faites pour transformer un signal mécanique, qui est l'onde acoustique qui arrive, en un signal électrophysiologique qui va pouvoir être transmis au système nerveux et donc au nerf cochléaire qu'on retrouve juste ici. Donc il va y avoir une connexion donc, neurologique. Donc les connexions neurologiques, ce sont des synapses. Et donc il va y avoir une synapse entre les cellules ciliées et la terminaison du nerf cochléaire ici. La transmission au niveau de ces synapses se fait par des neuromédiateurs qui vont être libérés. Donc lorsque les cils vont subir une déformation mécanique, il va y avoir libération au pôle inférieur de la cellule ciliée du neuromédiateur et donc la création de cet influx électrophysiologique qui va pouvoir se propager sur le trajet du nerf auditif. Ça va pour tout le monde? Donc on est à ce moment-là, on passe de l'os temporal dans le conduit auditif interne avec notre nerf cochléaire et on va arriver, après avoir traversé un petit espace qui est l'angle entre le tronc cérébral et l'os temporal, on va arriver sur le système nerveux central. La majeure partie des fibres nerveuses de l'audition vont constituer donc la voie auditive primaire. C'est celle qui est représentée en rouge ici, donc qui va former plusieurs relais différents avant d'arriver au niveau du cortex auditif, au niveau de l'aire temporale. Donc pour qu'on ait conscience qu'il y a un son, il faut que l'information arrive jusqu'au cortex. D'accord ? Donc il faut qu'elle ait fait tout ce cheminement depuis les cellules ciliées, première synapse, nerf cochléaire, ganglion, le premier noyau, qui est le noyau cochléaire au niveau du tronc cérébral. Ça, pour simplifier, ça change même de côté avec une autre synapse ici dans l'olive supérieure, une autre synapse ici, encore une au niveau du thalamus, et puis enfin, on arrive au niveau du cortex. Donc on voit bien qu'il y a un cheminement très complexe, même sur la voie primaire, entre la perception du son et son cheminement. L'élément commun et important, c'est que la transmission au niveau de ces connexions, donc au niveau de chaque synapse, se fait par un neuromédiateur qui est libéré donc, dans la synapse. Donc, et sur les voies auditives, c'est du glutamate. D'accord ? Et donc, il faut qu'il y ait une libération de glutamate dans la synapse pour que l'information soit transmise. Et à chacune des étapes, ça va être la même chose. Ça va pour vous ? D'accord ? Donc, cette voie primaire, elle est importante puisque c'est elle qui, lorsqu'il y a un son, va permettre d'avoir conscience de ce son et de l'entendre, pour ainsi dire. Le son, il va être perçu par l'oreille interne, mais tant qu'on est là, on n'a pas conscience qu'il y a un son. Et il va falloir qu'il y ait ce cheminement neurologique de l'information pour qu'on arrive au cortex et qu'enfin, j'ai conscience qu'il y a eu un son de perçu. Ça va bien ?
La voie secondaire, donc, qui est ici en vert, donc elle va nous conduire donc, au cortex multisensoriel. Et donc on va le voir surtout sur la diapositive suivante. Donc là, on n'est plus sur l'audition, on va être sur d'autres fonctions. Et donc ça nous illustre bien la complexité du mécanisme auditif et des perturbations qui peuvent être induites si on a une dysfonction à ce niveau. Alors, je pense... Voilà, donc je vous conseille vivement ce site qui est réalisé par l'équipe de Montpellier et qui est très informatif et très simple dans l'explication des mécanismes et des fonctions de l'oreille interne. Donc si vous voulez approfondir les éléments qui sont exposés ici, et puis les illustrations que j'ai prises là sur les voies neurologiques de l'audition, et puis ce schéma-là, vous les retrouverez sur ce site internet, donc n'hésitez pas à y aller. Donc encore une fois, vous voyez bien entre la cochlée et le cortex auditif, ce cheminement avec 5 relais différents avant d'arriver à la discrimination, à la mémorisation de l'information auditive. On peut aussi, à partir du colliculus, avoir des éléments qui permettent de s'orienter. Donc ça, pour l'orientation sonore, on a besoin de nos 2 oreilles pour avoir une audition stéréophonique et être capable de repérer l'origine d'une stimulation auditive. Donc ça va se faire grâce à cette voie auditive. La voie secondaire, on va voir qu'on arrive donc sur des éléments beaucoup moins spécifiques, mais qui sont également très importants, puisque ça va mettre en jeu beaucoup d'éléments sur le plan des émotions, des réactions végétatives, des sécrétions hormonales. Et donc on comprend bien qu'une perturbation du système va pouvoir avoir de nombreuses implications sur la qualité du sommeil, sur la gestion des émotions. Et donc tous ces éléments vont pouvoir nous donner des pistes sur des prises en charge éventuelles lorsqu'il y a la présence d'un dérèglement de la fonction auditive et donc la présence d'acouphènes. Ça va pouvoir essayer de permettre le rétablissement des équilibres de ces différentes fonctions. Ça va pour vous? Je ne vais pas trop vite, c'est bien? Oui. Que vous dire d'autre? L'audition. Donc l'audition a de nombreuses fonctions. La principale, et celle qui vient en premier à l'esprit, c'est la capacité de communication, donc de compréhension de la parole et d'échanges verbaux. Mais pas seulement. Le premier rôle quand même de l'audition, c'est une fonction d'alerte. C'est-à-dire qu'on a une veille un peu permanente du système auditif. Et lorsqu'il y a un bruit nouveau qui apparaît, qui semble informatif, il va pouvoir être transmis au système pour être certain, ou en tout cas s'assurer, avertir que potentiellement il y a un danger. Donc tout ça, c'est un élément important parce que dans la présence d'un acouphène, on peut être dans une situation où le système nerveux reçoit en permanence une information comme quoi il y a potentiellement un danger. Et donc inciter les mécanismes cérébraux à réagir en fonction. Et donc à entretenir une boucle de stress qui va participer aux difficultés de tolérance de cette sensation acouphénique. Donc les mécanismes, Brigitte y revient, il y a de nombreuses théories sur les mécanismes qui vont potentiellement déclencher des acouphènes subjectifs. Donc là, je vous ai mis les éléments qu'on a déjà évoqués. Donc il y a 2 niveaux. Un niveau au niveau de l'oreille interne, donc on est dans la cochlée, un niveau central. Au départ de la pathologie, il y a souvent un problème qui se passe au niveau de l'oreille interne et au niveau des cellules sensorielles, donc les cellules ciliées. Donc une des hypothèses, c'est un dysfonctionnement au niveau de cette connexion entre la cellule ciliée et le premier neurone de la voie auditive, donc au niveau de la synapse, et on va avoir une libération excessive de glutamate dans cette synapse qui va entraîner une stimulation aberrante et donc la production d'un son qui ne devrait pas être en principe perçu. Donc ça peut
augmenter donc l'activité de ces fibres nerveuses du système auditif et entraîner l'acouphène. Il y a d'autres hypothèses. Donc, je crois que tu le revois après les cellules ciliées. On a deux types de cellules ciliées. Des cellules ciliées internes, c'est celles qui perçoivent vraiment le son, et des cellules ciliées externes qui ont plutôt un rôle d'amplification. Et donc, si on a une lésion au niveau de ces cellules ciliées externes, il peut y avoir un dérèglement de leur mécanisme de fonction et elles vont en elles-mêmes générer une stimulation des cellules ciliées internes et la production d'une information auditive. Et donc, si ces cellules ciliées externes sont situées dans la zone de l'organe de Corti qui perçoit les sons aigus en principe, elles vont générer un son aigu qui est réellement produit par l'oreille interne, qui va être perçu par le système. Tous ces dysfonctionnements au niveau de la cochlée vont pouvoir entraîner des problèmes centraux. Et au niveau de chaque synapse, on a vu tous ces relais, les 5 relais sur la voie auditive. On va pouvoir avoir libération de glutamate de façon excessive et une stimulation anormale du système. Il peut y avoir également une perturbation du neurotransmetteur au niveau du GABA qui normalement inhibe ces synapses. Et donc, on peut comprendre que s'il ne remplit plus sa fonction inhibitrice, on va également se retrouver sur une dysfonction. Ça va pour vous? Oui, c'est assez clair. Oui. Bon, je ne vous ai pas noyé et perdu dans les informations. Bon. Donc, on va reprendre de toute façon la suite avec Brigitte qui va vous remettre tout ça aussi, une deuxième petite perspective. Bonsoir. Ah oui. Donc, l'acouphène, ce n'est pas une maladie, c'est déjà un symptôme. Ah, il faut comme ça, là? Ah bon, ben non. L'acouphène, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Donc, dans l'audition, qui est un des 5 sens, il y a plusieurs. Donc là, Jean-Pascal vous a décrit exactement comment ça fonctionnait, l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. Et il faut que ça soit aussi qui reçoit l'information et comprenne le message. Donc, il est crypté. Le système auditif ne sert pas qu'à entendre. Il sert à quoi aussi? Il a 7 rôles principaux. La communication, bien sûr, le lien social, l'apprentissage, l'équilibre avec la cochlée et le vestibule, la voix, le rôle d'alerte, Jean-Pascal en a parlé, et puis aussi sur notre santé en général, avec la diapo que vous avez vue auparavant par Jean-Pascal. Donc, dans les acouphènes, 80%, il y a des troubles de l'audition. Donc là, vous avez des cellules qui sont belles. Après, avec le traumatisme sonore, voilà comment sont-elles. Au microscope électronique, c'est comme ça. On a une exposition du niveau sonore trop important. Donc, à partir de 85 décibels, tout le son est traumatisant pour les oreilles. Il faut avoir un temps d'exposition de 8 heures. Et voilà, si on est trop exposé au bruit. Donc, c'est très important. Est-ce que les cellules de l'oreille interne se renouvellent? Non, on a à peu près 15 000 cellules dans l'oreille interne. Et elles font partie de la famille des neurotransmetteurs. On les a à la naissance et puis ça s'en va avec l'âge. Donc, il y a plusieurs définitions de l'acouphène. Donc là, vous pouvez lire ce que c'est. Acouphène, ça vient du grec. Akou qui veut dire entendre et phène qui veut dire apparaître. Et pour les tinnitus, c'est en anglais, ça vient du verbe teinter. Il y a à peu près 15 à 30% de la population qui ont des acouphènes. Alors, il y a des acouphènes qui ne sont pas invalidants, que l'on a de temps en temps. Tout le monde a eu des acouphènes qui sont transitoires, voilà. Donc, les mécanismes dont on a parlé aussi, donc il y a plusieurs hypothèses. Là, on a ici un découplage, ici, des ciliaires. Donc, vous voyez qu'une cellule, elle a
elle transmet, il y a 2-3 cellules qui ont la même fibre nerveuse, neurosensorielle. Vous avez celle-là qui est le plus important. Actuellement, l'acouphène est considérée comme une douleur. Et on a parlé du colliculus inférieur. Alors, il y a des neurones qui sont soit excitateurs, qui sont glutaménergiques, et les inhibiteurs, qui sont les neurones GABAergiques. Et il y a une perte de contrôle de système. C'est comme si vous aviez une carte mémoire qui n'arrivait plus à filtrer, et elle s'était désorganisée. Et à ce moment-là, le système GABAergique va exciter le cortex, et d'où il y a une désynchronisation de cet équilibre au niveau des récepteurs qui sont entre les synapses, au niveau des synapses. Et il y a à ce moment-là, il y a une hyperactivation cérébrale et qui est à l'origine des acouphènes. C'est pour cela qu'on donne des traitements pour diminuer aussi le système glutamate. Donc je pense que si vous avez des acouphènes, certains, on vous a prescrit ces traitements-là qui inhibent le système glutamate. Et donc ça, c'est ce qu'on disait. Donc vous avez le bruit, la cellule, là vous avez les neurotransmetteurs, et donc il y a une activité, un dérèglement qui se fait, et à ce moment-là, il y a une hyperexcitation au niveau du cortex auditif. Ce que disait Jean-Pascal, c'est au sujet de le professeur Puel de Montpellier, qui, je pense, c'est l'hypothèse là, actuellement la plus évidente. Voilà. Ah, ça ne marche pas. Et alors là, maintenant, c'est le modèle c'est un Canadien, je crois, Jastreboff, qui s'est inspiré des sciences neurocognitives, et en fin de compte, qui met aussi en relation le système limbique et le système nerveux autonome. Donc, dans l'acouphène, il n'y a pas que l'audition, il faut aussi considérer les autres symptômes, le sommeil, le stress, la dépression, tout cela. Donc, le patient acouphénique a perdu la capacité de filtrer les sons. Vous pouvez lire tranquillement. Comment ? Oh, pardon. Normalement, lorsqu'on a un acouphène, on dit qu'il n'est pas invalidant tout de suite parce qu'il y a une période d'habituation. C'est-à-dire que moi, j'habite dans une rue assez calme. Du jour au lendemain, j'ai plein de camions qui passent, une autoroute. Donc, mon cerveau va mettre un certain temps pour s'habituer. Mais il va s'habituer. Et pour une raison X, il y a des personnes, ils n'auront pas cette habituation. Ils se fixent, ils se focalisent sur le bruit. Et donc, la carte mémoire n'est plus adaptée. Il y a aussi, si vous allez dans une pièce anéchoïde, c'est-à-dire où il n'y a pas du tout de bruit, tout le monde va avoir des acouphènes puisque c'est du système électrique. Vous partez de la pièce, il y aura beaucoup de personnes qui n'auront plus l'acouphène et d'autres qui vont continuer à le ressentir parce que l'information, elle n'a pas été filtrée, elle n'est pas passée dans le champ inconscient. C'est pour ça que l'on dit que c'est des membres fantômes un peu. On considère l'acouphène comme un membre fantôme. Si vous êtes assis sur une chaise, si vous y pensez, vous pouvez sentir la chaise, mais cette information, elle n'est peut-être pas dans votre conscience. Voyez, c'est vous qui la mettez dans votre conscience. Donc, c'est lorsque l'opération de filtrage ne se fait pas bien que la personne devienne acouphénique. Tu vas peut-être dire quelque chose pour l'audioprothésiste après ? D'accord, ok.
Donc, lorsque l'on voit quelqu'un qui est acouphénique, donc nous, dans notre centre, on fait les acouphènes qui ont plus de 6 mois, parce que je vous ai dit qu'il y avait l'habituation. Donc, l'important, c'est de savoir s'il est pulsatile ou pas, s'il est permanent, intermittent, son intensité, s'il est des deux côtés, évidemment, s'il y a des pathologies associées, hein, diabète, tension, etc. Il peut y avoir aussi l'hypoacousie, c'est diminution de l'audition qui est avec l'âge, mais aussi en fonction du travail. Tout ça, il y a des traumatismes sonores qui se font. On ne parle pas de l'hyperacousie. Des douleurs aussi de la mâchoire et du cou, parce que nous avons aussi des acouphènes somatosensoriels. Lorsque vous bougez la mâchoire, vous pouvez avoir une augmentation de l'acouphène. Donc, il ne faut pas oublier cette région-là. Et puis, s'il y a des problèmes de concentration, de mémoire, de baisse de morale, de troubles du sommeil, tout ça. Il y a des questionnaires qui sont faits. C'est le THI, l'indice de sévérité de l'insomnie, et puis l'échelle anxiété-dépression. Je vous en dirai un mot. Alors, il faut aussi, parce que souvent les personnes qui sont acouphéniques, elles ont été un peu à droite, à gauche. Et il faut connaître les prises en charge antérieures et il faut qu'il y ait vraiment une entente et l'identité entre le soignant et le soigné. Donc, la prise en charge d'un patient acouphénique, il faut avoir des objectifs pour le patient, favoriser l'habituation, améliorer les comorbidités, stress, sommeil, hyperacousie, etc. Évidemment, quand un acouphénique arrive, il dit « Est-ce que vous allez me l'enlever ?» On va apprendre qu'il le gère. Il va s'approprier son acouphène. On va lui donner les outils pour cet acouphène ne soit plus en première ligne et qu'il passe dans l'inconscient. D'où l'intérêt d'une prise en charge que l'on fait par le centre, audioprothésie, psychologue comportementaliste, etc. L'objectif pour l'acouphénique, c'est la guérison. La guérison, quelquefois, on peut, par des traitements aussi, arrêter l'acouphène, même par l'implant cochléaire, on peut. Mais l'objectif médical actuel, c'est l'habituation et l'oubli. La personne entend son acouphène, mais elle n'est pas en premier plan, il vit avec. Il vit avec, mais bien. Mieux, disons. Donc, il y a beaucoup de traitements. Il n'y a aucun traitement idéal, mais voilà ce que l'on peut faire. Donc, Aurore va vous parler des thérapies par Corinne, oui, aussi. Voilà. Parce que la psychologue comportementaliste n'est pas là. Donc voilà, une des techniques, c'est la sophrologie. Donc moi, je n'ai pas de diaporama, mais j'ai des petites notes donc, que je vais regarder. Donc le docteur Le Breton a parlé de l'émotionnel, qui est très très important quand on est atteint d'acouphènes. Donc juste en un mot, la sophrologie, peut-être certains d'entre vous connaissent ou ont déjà pratiqué. Souvent, ce sont les femmes lors de grossesse qui connaissent la sophrologie. On leur propose ça. Mais il y a plein d'autres applications aussi dans cet outil. Donc c'est un outil qui a été créé dans les années 60 par un médecin qui était neuropsychologue, oui, le professeur Caicedo. Il y a plein d'applications pour la sophrologie. Ça a commencé dans le milieu médical et puis maintenant, voilà, on retrouve la sophrologie dans plein de secteurs. Et ce qu'on va faire plus particulièrement par rapport aux acouphènes, c'est aider la personne à mieux vivre et à mieux gérer ses acouphènes. Donc on parlait d'émotions, donc la gestion des émotions en fait bien sûr partie, parce qu'en fait quand il y a ce bruit qui est incessant, plus le cerveau passe de temps à écouter l'acouphène ou les acouphènes, plus ça prend de la place. Donc en fait ça va être l'intérêt, c'est d'apprendre à la personne à défocaliser son attention et puis à revenir à des sensations simples, surtout des sensations corporelles. Donc, on travaille beaucoup la respiration. Ça, c'est un outil très, très simple qu'on a en nous, disponible à chaque instant.
On travaille aussi le relâchement des tensions et puis parfois aussi les visualisations positives, hein, les images qui peuvent aider. En tout cas, c'est redonner le message à la personne qu'il y a d'autres ressources dans le corps et qu'on peut trouver des sensations aussi agréables ailleurs, hein. Il n'y a pas que les acouphènes, il y a aussi d'autres sensations. Donc c'est un apprentissage, c'est beaucoup un entraînement parce que les personnes qu'on accompagne en centre, que ce soit en thérapie cognitive, comportementale ou en sophrologie, on leur conseille vivement de s'entraîner régulièrement. C'est la répétition qui va faire que le cerveau enregistre et que le corps, petit à petit, se dit « ouais, ça me fait du bien, ça c'est agréable, là je me sens mieux ». Hein, et donc c'est un petit peu un cercle vertueux qui va s'installer. Donc voilà pour vous dire. Donc moi, mon rôle en tant que sophrologue, il y a beaucoup un rôle d'accueil, d'écoute, parce que souvent les personnes acophéniques se sentent un peu seules. Donc elles ont besoin aussi de raconter leur vécu. Donc moi, je suis là pour les rassurer, leur dire qu'il y a des chemins possibles avec la sophrologie notamment. Voilà, ça c'est important. Et puis ensuite, proposer un protocole adapté en fonction des personnes. On ne fait pas la même chose avec toutes les personnes en sophrologie. Et puis, bien sûr, l'accompagner dans la bienveillance et le non-jugement et apprendre aussi aux personnes à s'accompagner elles-mêmes dans la bienveillance. Donc, que vous dire d'autre ? Donc, petit à petit, donc, la sophrologie va permettre aux personnes de se détendre malgré la présence de sons parasites. Ça paraît surprenant comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Même avec les sons parasites, on peut récupérer du calme et arriver à se détendre. Et donc, mieux gérer aussi l'émotionnel lié à ça. Et puis, petit à petit, s'approprier des outils, hein, et être autonome avec cet outil-là. Donc, juste pour terminer sur une petite note positive et d'espoir, souvent au centre, donc à Saint-Benoît, on demande en fin de parcours ce qui a changé dans différents espaces, et notamment en sophrologie, hein, c'est la question que je pose aussi en fin de parcours. Et il y a des personnes qui disent, voilà, je suis plus à l'écoute de mes besoins, je me sens plus calme, j'ai appris à mieux gérer mes acouphènes, je prends du recul, je vis plus l'instant présent, parfois je ne les entends plus. Et mes acouphènes ne sont plus un problème. Voilà, c'est aussi une manière de dire qu'il y a de l'espoir et qu'il y a des prises en charge pour accompagner dans cette problématique. Donc ensuite, le patient va pouvoir être accompagné en psychologie clinique. Moi, j'interviens en parallèle de mes collègues au centre. Ce n'est absolument pas une obligation. Il s'agit que le patient déjà soit d'accord, mais ça c'est valable pour toutes les prises en charge. Et c'est sur préconisation de mes collègues, notamment du médecin, de la sophrologue, mais on intervient à peu près en même temps avec toi, Corinne. Et de la psychologue TCC qui, elle, va réaliser une évaluation de l'anxiété, de la dépression, qui va nous permettre d'avoir des éléments objectifs sur la qualité de vie du patient d'une façon générale. Donc en tant que psychologue, évidemment, on ne prend pas en charge que des patients qui souffrent d'acouphènes, mais au sein du CRBVTA, on va accompagner le patient surtout à se décaler de toutes les problématiques qui entourent la vie quotidienne, c'est-à-dire tout ce qui peut être source de stress, tout ce qui peut être source d'anxiété. Il va y avoir également un lien à la demande du patient avec la famille, puisque c'est une problématique qui est régulièrement rencontrée avec les patients, l'incompréhension de l'entourage vis-à-vis des troubles. Là, mon rôle, moi, au sein du centre, ça va être justement de proposer des temps d'échange avec les familles, notamment en parallèle aussi avec l'audioprothésiste, où on peut faire des binômes pour qu'il y ait une connaissance du son pour la famille, du son entendu par le patient, par la famille. Et puis du coup, moi, de reprendre ça dans un échange dans ce cadre. Enfin, on fait ça tous ensemble. On peut faire des sensibilisations auprès de la famille. L'accompagnement, il va être variable en fonction des patients. Ça, c'est vraiment ce qui regroupe nos différentes prises en charge.
Ça peut être un accompagnement très régulier, un accompagnement début en fin pour juste avoir un but de rassurer, de contenir le patient, puis de vérifier que tout va bien. Mais aussi, ça va être parfois beaucoup plus régulier, puisque ça peut être un suivi hebdomadaire. Ça dépend de la demande. Le psychologue, il va aussi avoir un rôle de réorientation vers l'extérieur, puisque le suivi au sein du centre, il est limité dans le temps, pardon. Et donc, du coup, moi, mon rôle, ça va être de venir accompagner les patients qui ont encore besoin d'un suivi psychologique vers l'extérieur, vers les prises en charge en libéral. Le but aussi, c'est de faire le lien avec l'équipe quand même et pouvoir donner des éléments du parcours de vie des patients qui n'auraient pas été abordés en séance de sophro, en séance de TCC, pour qu'on puisse aussi travailler avec une connaissance globale de la situation. Donc, ce sont 2 professionnels qui travaillent au centre, mais il y a d'autres traitements dans d'autres centres en France. Il y en a la stimulation magnétique transcrânienne, ça se fait plus. C'est Landero qui faisait ça. Non, ça existe encore. L'appareil auditif, évidemment, parce que souvent il y a des troubles de l'audition et quelquefois il suffit d'appareiller la personne. Donc Aurore va nous parler de cela. Et puis ce que je vous disais, les problèmes des acouphènes somatosensoriels on fait des protocoles aussi pour la mâchoire. Mais ça, il faut, c'est une kiné. Cette séance améliore les acouphènes. Je veux passer là. Il y a aussi la réalité virtuelle. Il y a pas mal de choses dans d'autres centres. Il y en a qui font de l'hypnose. Nous, on fait sophro, TCC, thérapie cognitive comportementale. Peut-être on suggère un appareillage. Donc tu vas en parler de cela. Généralement, on fait des binômes, sophrologie, thérapie cognitive comportementale, avec un accompagnement psychologue clinicien. Voilà, l'audioprothésiste, vas-y. Du coup, en tant qu'audioprothésiste, on s'occupe majoritairement de personnes déficientes auditives, mais on va aussi s'occuper de patients acouphéniques. Dans le cadre d'un bilan pour un patient acouphénique, on va faire des mesures un peu plus poussées de l'audition, notamment venir mesurer des hautes fréquences qui ne vont pas avoir d'impact nécessairement au niveau de l'audition quotidienne, mais sur lesquelles ça va être important de mesurer pour venir par la suite, dans la mesure de l'acouphène, avoir plus de précision. On fait aussi une mesure du seuil d'inconfort généralement qui nous permet de déterminer s'il y a une hyperacousie, donc une hypersensibilité au son fort, ou de la misophonie, qui est une hypersensibilité à certains sons de l'environnement. Et ce qui va être le plus important, donc, c'est l'acouphénométrie. C'est une mesure en fait de l'acouphène qui est assez peu faite dans les bilans quotidiens en audioprothèse ou chez les ORL. Et ça nous permet de caractériser la fréquence, donc si le son est plus ou moins grave, plus ou moins aigu, l'intensité, donc la puissance ressentie de l'acouphène pour le patient, et sa masquabilité. Donc la masquabilité, c'est est-ce qu'avec un son, on arrive, un son assez fort, à venir masquer la perception de l'acouphène ou pas. Et ça va nous donner une indication en fait de la prise en charge qu'on pourra faire par la suite pour le patient. Donc, on peut proposer différentes solutions chez l'audioprothésiste. Donc, dans un premier temps, s'il y a une perte d'audition, on peut proposer un appareillage auditif. Dans la majorité des cas, ne serait-ce que de corriger l'audition, donc d'apporter en fait des sensations sonores au cerveau pour compenser une baisse d'audition. Ça lui permet de travailler davantage sur ces sons qui lui manquent et de moins percevoir la perception de l'acouphène. Dans 80% des cas à peu près, avec une amplification pure, on réduit la perception de l'acouphène en quelques semaines pour le patient et il passe à un acouphène qui est beaucoup plus gérable. Si l'appareillage auditif n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de perte d'audition ou si ce n'est pas suffisant, on peut apporter un générateur une thérapie sonore. En fait, la thérapie sonore, c'est
apporter un bruit complémentaire. Souvent, c'est un bruit blanc parce que c'est le type de bruit qui, aujourd'hui, dans les études, est le plus reconnu pour faire un effet au niveau de l'acouphène. Donc, le bruit blanc, c'est un espèce de bruit de vent. Donc, ça ressemble à un ch permanent. Et le but de mettre ce bruit blanc, ça va être de mettre un bruit qui soit continu et prévisible pour le cerveau et pas gênant. Et le cerveau, il va rapidement s'habituer à ce bruit et le faire passer dans l'inconscient. Donc tout à l'heure, on a pas mal parlé de champ conscient et de champ inconscient. Donc là, on y revient. Donc le cerveau, il va très rapidement catégoriser le bruit blanc comme étant un son non gênant et le passer dans l'inconscient. Et le but, en fait, c'est qu'on cherche que le cerveau, par la même occasion, il passe l'acouphène dans le champ inconscient. Ça, c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois. En général, il faut compter 6 mois jusqu'à 2 ans. Ça dépend aussi de l'âge du patient parce que la capacité d'adaptation du cerveau n'est pas la même à 20 ans, 40 ans ou 60 ans. Et du coup, on fait ce travail sur du long terme. Donc, du coup, voilà, faire sortir l'acouphène du champ conscient au champ inconscient grâce au bruit blanc. Mais il faut garder en tête, on parle beaucoup de masquage sonore, masquage avec le bruit blanc, mais c'est vraiment pas un masquage parce que si on vient masquer l'acouphène, donc le cacher, le risque, en fait, c'est de le faire encore plus augmenter et qu'il devienne encore plus ingérable pour le patient. On propose aussi de mettre une thérapie sonore par le bruit pour l'endormissement, mais là on ne va pas proposer du bruit blanc, mais des bruits plutôt d'environnement qui vont être confortables et qui vont un petit peu permettre à notre cerveau de défocaliser facilement et permettre l'endormissement facilement. On l'utilise aussi dans des activités qui sont plutôt calmes et qui nécessitent de la concentration. Donc on met un petit bruit d'ambiance qui est relaxant. Pour la lecture, par exemple, ou pour les patients qui font, je sais pas, de l'art, donc qui peignent, qui veulent un peu défocaliser de leur acouphène. Et donc, concernant la thérapie sonore, donc pour les plus optimistes, il y a 60% de patients qui perçoivent moins leur acouphène à la fin de la thérapie sonore. Donc, c'est pas une thérapie qui est, qui est en continu, hein, on va finir par enlever l'appareillage. Mais ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui et qui a été prouvé par les études, c'est de combiner la thérapie sonore avec d'autres thérapies comme la TCC ou la sophrologie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des centres comme le CRBVTA qui existent. C'est vraiment qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus efficace. Pour le sommeil aussi, il y a des applications que vous pouvez trouver. Hein. C'est lesquelles déjà ? Oui, on a une application qu'on préconise particulièrement qui s'appelle Tinnitus. Donc Tinnitus, ça veut dire acouphène en anglais. Resound Relief. Elle se trouve facilement je crois que on l'a noté à la fin. Donc je te laisserai après. Je finis là. Donc le centre, on fait un peu pas de publicité parce que c'est un établissement santé à but non lucratif qui a été créé il y a 17 ans, je crois. 16 ans, c'est pas grave. Voilà, donc on est certifié, on a toutes les 5 ans un contrôle de nos supérieurs. Donc il y a une équipe, coordonnateur des parcours médecins, socio-éducatifs et aussi une assistante sociale parce que souvent il y a des personnes qui ont arrêté leur travail, il faut les reclasser, il y a beaucoup de... Donc elle travaille pas mal sur tout cela, parce qu'on a aussi des patients qui... sont complètement déboussolés, déprimés, ils perdent leur famille, ils perdent, enfin, les acouphènes, c'est très important, c'est invalidant quand même. Donc le centre, il faut faire une demande d'admission validée par le médecin coordonnateur. Donc il y a des dossiers bien particuliers, il y a une phase d'évaluation, il rencontre plusieurs professionnels, donc le médecin, l'assistante sociale, la psychologue comportementaliste et bien sûr l'audioprothésiste qui fait toute la panoplie pour voir exactement ce que l'on va proposer aux patients. Donc ce sont des parcours. Généralement, on commence par une dizaine de séances qui se fait une fois par semaine où le patient voit au minimum 2 professionnels de santé. J'oublie de dire que c'est un hôpital de jour et c'est remboursé pour l'instant encore par la sécurité sociale.
Voilà. En France, il n'y a que 2-3 centres qui sont comme ça. Donc c'est peu. Autrement, vous avez l'association qui s'appelle l'AFREPA dans pas mal de villes. Et ce sont des personnes qui viennent une fois par semaine et les professionnels, ils font un point. Mais l'important ici, c'est que le patient, il a tout sur place. Il ne va pas à droite, à gauche. On lui donne son planning, des rendez-vous. Donc, c'est très important. Évidemment, bon, on lui dit, bon, voilà, pour vous, on vous propose ce projet-là, ce parcours. Mais évidemment, il faut aussi que le patient, c'est lui qui est au centre. C'est lui qui va travailler. C'est comme si vous faisiez une rééducation d'un bras. Si vous ne travaillez pas toutes les semaines ou tous les jours, vous n'allez pas avancer beaucoup. Voilà. Comment ? Ah, l'attente, oui. Et étant donné qu'il y a pas mal de gens qui sont des acouphènes invalidants, qui ont plus de 6 mois, on a des critères comme le THI, voilà. Donc on a à peu près 6 mois, 6 mois d'attente. Comment ? Voilà. Donc il y en a des acouphénies qui en sont avec déficience auditive, il y en a qui représentent à peu près 80%, facilement. Et puis d'autres qui sont avec des hyperacousies, et on en a de plus en plus chez les jeunes surtout. 30%. Alors, il y en a, on leur conseille soit un appareillage, soit conventionnel ou avec un masqueur intégré. Maintenant, c'est masqueur intégré. Donc après, il y a plusieurs gammes d'appareils auditifs, mais ça, si vous voulez, on en parlera. Après, on vous propose donc la psychologie, orthophonie, si on a des problèmes somatosensoriels, aussi comme ils ont des déficits auditifs, il faut aussi travailler aussi d'autres choses que l'audition, la cognition, et aussi dans l'espace aussi, voir l'audioprothésiste, la sophrologie, sans déficience auditive, on prend la TRT, la TCC, la psychologie clinicienne, l'ORL, la sophrologue, et l'hyperacousie aussi, c'est la même chose. Voilà. Et on propose aussi des séances de groupe de parole animées par la psychologue, et puis aussi des groupes aussi qui sont animés par la sophrologue et la thérapeute comportementaliste. Voilà. Et pour le son, on en a parlé. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez prendre c'est le site du centre qui se trouve à Saint-Benoît, à côté de la polyclinique, 12 rue du Pré-Médard. Voilà. Je laisse la place à Jean-Pascal qui va... Comment ? Mais de toute façon, il y aura des documents, pas des flyers, mais des documents. Pardon, excusez-moi. Donc effectivement, les intervenants ont accepté que la conférence soit filmée et enregistrée. Donc vous retrouverez l'intégralité de la conférence que vous écoutez en ce moment sur le site YouTube de l'Espace Mendès France d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Et puis il y a des petits... Il y a des flyers à l'extérieur, en sortant de la salle, sur la table à votre gauche, il y a quelques flyers. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais oublier aussi qu'il y a un représentant de France Acouphènes qui vient de Saintes et qui fait, vous verrez dans le journal, qui fait tous les 3 mois ou 6 mois des groupes de parole, si vous voulez vous inscrire aussi. Ce sont des échanges, comme pour les implants, avec des personnes qui ont des acouphènes. Et comme ça aussi, ça permet aussi aux gens de communiquer sur leurs problématiques. Donc vous avez compris quand même que ces acouphènes, le plus souvent, il y a un problème auditif associé. Alors soit le problème auditif, il est évident d'emblée à l'audiométrie clinique, mais il n'y a aucun de nous qui a une oreille qui est absolument parfaite. Dès notre naissance, on commence à perdre des cellules ciliées, notamment dans les zones qui perçoivent les sons aigus. Et donc, on a tous des microzones cicatricielles sur notre oreille interne qui sont susceptibles, même si on ne les identifie pas à l'audiométrie,
d'entraîner une perturbation du système auditif dans son ensemble et des voies auditives. Donc de participer à cette génération d'acouphènes. Il n'y a personne qui n'a jamais eu un acouphène. On a tous forcément eu des acouphènes. La problématique est vraiment quand l'acouphène devient envahissant et très gênant du fait de sa répercussion et de sa permanence. Heureusement, comme vous l'avez compris, il y a une plasticité cérébrale qui persiste à tout âge et qui fait que même si on se retrouve avec cet acouphène qui s'est installé, on peut user de cette plasticité cérébrale par différents moyens de rééducation. Et donc c'est vraiment la rééducation qui est un des éléments clés et moteurs de la prise en charge. Et c'est pour ça que du coup, ces centres de rééducation et de prise en charge multidisciplinaire sont particulièrement importants, puisque c'est cette rééducation qui va permettre de jouer sur la plasticité cérébrale et vous promettre de faire disparaître les acouphènes. Il n'y a personne qui y arrive, personne n'a de baguette magique pour ça. Le but, c'est vraiment de l'atténuer, en tout cas d'arriver à une situation où il n'y ait pas un impact significatif sur la qualité de vie. Le but, c'est d'améliorer sa qualité de vie au final. Mais souvent, l'acouphène, si on se met dans l'hypothèse que c'est une cicatrice sur notre oreille interne au départ, c'est comme sur la peau. La cicatrice, on peut faire ce qu'on veut. On ne va jamais la faire disparaître complètement. Si on la gratte en permanence, elle ne sera pas jolie, elle sera très visible, elle fera mal. Et donc, c'est un peu ce qui se passe, effectivement, si on se focalise sur l'acouphène en permanence et qu'on tourne un petit peu en rond autour de ça. Donc, le but, c'est petit à petit d'atténuer au maximum cette cicatrice pour qu'on y fasse plus attention. C'est sûr, quand on va la regarder, on va voir qu'elle est là. Mais si on n'y prête pas attention, on a oublié qu'elle est là. Donc, c'est un petit peu cette perspective qu'il va y avoir. Donc, dans l'idée que ces acouphènes sont liés à un problème d'audition, comme on l'a dit, très souvent, il y a une surdité associée. Et donc, en parallèle donc, de ces possibilités rééducatives, l'appareillage auditif est essentiel, puisque du coup, notre oreille vieillit, on perd des cellules sensorielles. Donc, on a vu là l'illustration de tout à l'heure où on avait les cellules ciliées internes qui sont toutes jolies avec leurs cils alignés, là. Les cellules ciliées externes qui ont les cils en W, là, qui sont en 3 rangées. Donc, sur le traumatisme, là, c'était devenu le désert dans les cellules ciliées externes, il y en avait plus du tout. Mais donc, tant qu'il y a des cellules ciliées, et donc quand il y a une baisse auditive, mais qu'en augmentant le son est quand même perçu, ça veut dire qu'il reste des cellules ciliées qu'on va pouvoir stimuler. Donc tant qu'il reste des cellules ciliées stimulables, le plus simple, c'est de les utiliser. Donc là, c'est l'appareillage auditif acoustique qui va prendre le son, l'amplifier pour le transmettre à l'oreille interne d'une façon adaptée qui va pouvoir être utilisable et redonner de la sensation auditive sur ces zones, notamment dans les sons aigus, où on a moins d'audition. Alors après, il y a toute une question de remboursement par la sécurité sociale de l'appareillage auditif. C'est-à-dire que pour que l'appareillage soit remboursé, il faut quand même avoir une perte auditive suffisante. Et normalement, la sécurité sociale, elle rembourse quand il y a une gêne à la communication. Elle ne rembourse pas pour les acouphènes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une surdité. Il faut qu'à voix chuchotée, c'est-à-dire à 30 décibels, on comprenne moins d'un mot sur 2 pour que la sécurité sociale estime qu'on rembourse un appareillage auditif. Donc après, il y a des patients ici, même s'ils ne sont pas dans ce type de surdité, qui ont une surdité légère, qui sont très gênés en milieu bruyant. Souvent, c'est des patients qui ont une diminution du nombre de fibres auditives sur leur nerf auditif. Et quand on fait entendre des bip-bip, ils les entendent pas si mal, mais quand on fait comprendre de la parole dans le bruit, ça devient très difficile. Donc maintenant, il y a des tests d'audiométrie dans le bruit qui vont permettre de mettre en évidence cette gêne, qui vont permettre d'avoir accès au remboursement de l'appareillage aussi dans ces cas-là. Il y a certains cas très rares où ça arrive souvent chez les patients qui vont faire ce qu'on appelle une surdité brusque, c'est-à-dire perdre l'audition d'une oreille de façon brutale. C'est très frustrant, c'est très stressant, parce que le plus souvent, on va faire un examen radiologique IRM, on ne va pas trouver grand-chose, et on ne va pas forcément trouver de cause à cette surdité qui est survenue brutalement. Donc ça crée une angoisse supplémentaire et une focalisation sur cette baisse brutale de l'audition unilatérale. Alors heureusement, ça n'arrive que de façon extrêmement exceptionnelle, de façon bilatérale. C'est souvent lié à une atteinte virale ou à une atteinte vasculaire. Mais on est un peu frustré souvent de ne pas réussir à affirmer l'origine de sa surdité au patient. Et donc dans ces cas où l'audition
mais pour le coup a baissé de façon complète ou pratiquement complète. Donc l'organe de Corti a été détruit, on n'a plus de cellules sensorielles, on ne peut plus mettre un appareil auditif qui va aller apporter de l'information aux cellules ciliées puisqu'il n'y en a plus. Donc le challenge dans ce cas-là, ça va être d'aller rapporter une information auditive au nerf auditif. Et donc c'est dans ces cas-là qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un implant cochléaire. Donc un implant cochléaire, ça reste un appareillage auditif. Il ne faut jamais concevoir ça comme une baguette magique, on n'en a pas du tout. C'est juste un moyen technique d'appareillage pour pouvoir stimuler le nerf auditif alors qu'il n'y a plus de cellules sensorielles. D'accord? Donc c'est un appareil auditif. Hein. Il y a un contour d'oreille qui vient se mettre autour de l'oreille, qui a un processeur qui va capter les sons, les transformer en signal électrique. Mais au lieu de transmettre ce signal amplifié dans le conduit auditif, on va transmettre ce signal à un appareil qui a été mis en place chirurgicalement, qui est sous le muscle temporal, donc ici, juste derrière l'oreille. Et donc il y a une antenne aimantée qui va être en regard de l'implant et pouvoir transmettre l'information à travers la peau à l'implant. L'implant, il n'est pas dans la tête, hein. L'implant, il est dans l'oreille interne. Tout à l'heure, je vous ai montré sur l'oreille, on a une toute petite fenêtre qui permet, donc il y a la fenêtre ronde, juste ici, qui est fermée par une petite membrane qui fait, allez, ça fait 0,8 mm de diamètre, et donc ça met en communication l'oreille interne avec l'oreille moyenne. Et donc on va utiliser cette petite fenêtre qui nous ouvre la porte de l'oreille interne pour venir l'élargir un tout petit peu. On n'a pas besoin de beaucoup plus parce que les électrodes actuelles, elles font juste 0,8. Donc l'ouvrir un tout petit peu, ouvrir la membrane et glisser dans la rampe tympanique de la cochlée un porte-électrode sur lequel il y a un certain nombre d'électrodes. Donc ça dépend des marques. Il y a 3 marques dans le monde qui font des implants cochléaires. Ceux que j'utilise, moi, c'est Advanced Bionics, c'est américain. Ils ont 16 électrodes. Et donc ces électrodes vont pouvoir permettre de venir stimuler chaque zone de la cochlée par une stimulation électrique. La cochlée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tonotopie fréquentielle. Ça veut dire que la partie distale ici perçoit les sons aigus et la partie les sons graves, excusez-moi, et la partie basale ici, les sons aigus. Donc on va pouvoir quand même reproduire cette sensation en transmettant les sons aigus effectivement sur la partie basale, les sons graves sur la partie la plus distale. Donc ça respecte le schéma de perception des sons selon leur fréquence. Et donc ça, c'est quand même extrêmement important. Donc l'implant, ça reste un appareil, une partie implantable ici, qui est sous le muscle temporal, le petit porte-électrode, ce qui va venir s'introduire dans la cochlée. Donc on n'est pas en intracrânien, on est au plus proche des terminaisons du nerf cochléaire dans la cochlée, et une partie externe. Donc chirurgicalement, ça donne ça. Hein, bon, c'est une oreille gauche, donc le patient il est couché comme ça, sur le côté, allongé, ici. Et donc là, on a ouvert la structure osseuse qu'on a, là, qu'en tapant derrière l'oreille, qu'on appelle la mastoïde, pour passer à travers. Toute la difficulté, c'est de créer une petite communication ici, déjà, entre le nerf facial, donc qui est le nerf moteur qui fait bouger le visage ici, et le tympan. Donc on va s'ouvrir une petite fenêtre, et la fenêtre donc, ronde est ici. Et donc on va pouvoir introduire le faisceau d'électrodes à l'intérieur de la cochlée. Ça, c'est pour illustrer la position. C'est des bilans scanographiques, donc avec un implant cochléaire en place. Et donc là, c'est une vue de face, une coupe comme ça, frontale, où on va voir l'oreille ici. Et là, on voit donc le faisceau d'électrodes qui vient s'enrouler et respecter les tours de spire de la cochlée. Les indications sont très limitées. Ça fait... Donc l'autorité de santé, la sécurité sociale, dans cette indication-là, acouphène, ne rembourse un implant cochléaire que depuis 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est très récent. Les indications sont très ciblées. C'est-à-dire que donc ça va concerner l'implant cochléaire, on va mettre de côté quand c'est un patient qui a une surdité profonde bilatérale, où là, on est dans l'indication de l'implant cochléaire depuis très longtemps. Là, dans l'acouphène, ça va être vraiment un patient qui a une surdité unilatérale. Donc jusqu'à il y a 2 ans et demi, on ne pouvait pas lui proposer de solution d'implant cochléaire. Et donc là, depuis 2 ans et demi, on peut le discuter. Donc unilatérale, sévère à profonde,
Donc ça veut dire qu'il n'y a plus suffisamment de reste auditif pour qu'avec l'appareillage acoustique, on ait un bénéfice. L'acouphène doit être invalidant. On va le juger donc, sur les questionnaires d'évaluation. Donc, le questionnaire de référence, c'est le THI. C'est une cotation sur 100. Donc 100, c'est insupportable, vie impossible, extrêmement sévère. 0, c'est pas d'acouphène. Et donc, il faut qu'il soit strictement supérieur à 50. Strictement supérieur à 50 chez un patient qui a déjà été pris en charge, suivi, rééduqué, qui a suivi tout un parcours et qui, malgré ce parcours, reste gêné et reste avec son THI supérieur à 50. On peut faire aussi une échelle visuelle analogique. Là, il faut être supérieur à 6 pour qu'on puisse discuter. Et donc, ce n'est pas d'emblée. Donc, ce n'est pas un patient qui va avoir une surdité brutale, qui perd son audition. On va lui dire, on va vous mettre un implant cochléaire demain. Ce n'est pas le but. On va dire, on va vous accompagner. On va faire un essai d'appareillage déjà, parce que malgré tout, même si c'est difficile à comprendre, la sécurité sociale demande que les patients aient fait un essai crosse ou ancrage osseux. Donc le but, ça ne stimule pas directement l'oreille qui n'a plus d'audition, mais c'est des systèmes d'appareillage où on va recapter les sons du côté sourd pour les renvoyer sur la bonne oreille et donner une pseudo-stéréophonie, donc un confort. Mais ça peut déjà, même si on ne stimule pas directement l'oreille responsable, améliorer la qualité de vie et diminuer la gêne acouphénique. Voilà, donc indication très limitée, puisqu'il faut vraiment rester dans cette dimension de caractère invalidant. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Les résultats. Donc il y a beaucoup d'études, il n'y a pas de très grosses études. J'ai retrouvé une méta-analyse récente donc qui reprend une 16 ou 17 articles, et sur 16 ou 17 articles, en fin de compte, ça représente au niveau mondial 136 patients. D'accord, donc c'est tout petit, hein. Donc souvent, et avec souvent des séries de patients qui sont autour d'une dizaine de patients. Donc voilà, c'est vraiment des tout petits groupes, donc pas forcément facile non plus à juger au niveau de l'efficacité. Mais on peut espérer dans ceux qui sont suivis, donc on peut constater une échelle visuelle analogique qui est passée presque de 8 à moins de 3 à 3 mois de l'activation de l'implant. Donc potentiellement quand même en moyenne très, très intéressant. Et un THI initial à 62, mais je ne trouve pas ça forcément très important si on s'est intéressé qu'au sévère, mais c'est mondial. Donc là, c'est pas que ça peut être des équipes internationales où ils ont des critères plus larges et où on peut offrir cette technique à des patients qui ont des acouphènes moins invalidants. Donc THI 62, à 3 mois 25, à 6 mois 13, donc une diminution aussi potentiellement de la gêne très importante. Ça, c'est une étude espagnole assez récente. Donc vous voyez, je vous ai dit, c'est des petits effectifs, hein. 10 patients. Sur ces 10 patients, il y en a 2 qui n'ont plus du tout d'acouphène. Donc ça reste quand même marginal, hein. Le but, c'est pas on y arrive, c'est pas impossible, mais ça reste quand même marginal. 7 patients sont quand même beaucoup mieux. C'est déjà très intéressant. Et il y a quand même un patient qui n'a pas de changement. Dans les séries, on est à peu près à ça. Il y a 10% qui, malgré l'implant, regardent leur acouphène et le trouvent toujours aussi gênant. Donc, ce n'est pas malheureusement 100% de succès. Voilà. Alors, ce qui peut être plus discutable, c'est ces éléments-là. Donc, il y a une étude japonaise là, qui est sortie cette année. 38 patients, donc ça c'était pas mal, où en plus de l'amélioration de l'acouphène, ils sont intéressés à la restauration de la stéréophonie. Et dans mon idée, quand même, la qualité de la stimulation électrique par rapport à l'autre oreille qui est pratiquement normale, donc, et pour moi pas tout à fait suffisante pour restaurer une stéréophonie. Et quand même, il démontre que les patients retrouvent de la localisation de la source sonore à 12 mois et une nette amélioration de la compréhension verbale dans le bruit. Donc on peut en plus peut-être espérer dans l'avenir qu'un bénéfice supplémentaire soit démontré pour ces patients qui ont une surdité unilatérale, survenue de façon brutale, et ça donne des arguments peut-être pour avoir accès plus facilement, en plus de l'indication acouphène, à cette technologie pour ces patients-là. Il y a des perspectives de développement dans les appareillages implantables. Il y a une étude chinoise là, qui est sortie cette année aussi sur l'essai d'implants avec des électrodes qui sont extracochléaires.
Donc ça va, on n'est pas obligé de rentrer dans la cochlée, donc on va juste se poser à proximité de la cochlée pour envoyer une stimulation électrique à la cochlée et espérer obtenir une diminution de la gêne acouphénique. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur l'implant cochléaire. C'est intéressant de savoir que ça existe. C'est une alternative très très ciblée. Ce n'est pas une baguette magique. Ça permet, comme l'appareillage auditif, de rapporter de la stimulation sur la voie auditive chez des patients qui n'ont plus du tout ou pratiquement plus d'audition. Le lien de l'association, donc il y a une association très dynamique même de patients implantés, sur lequel et sur leur site on trouve beaucoup d'informations sur l'implant cochléaire, sur le plan pratique, et on retrouve en PDF leur petit fascicule ici qui est très informatif sur l'audition et l'implant cochléaire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors je ne sais pas si vous vouliez compléter. Mais on a déjà fait un bon panorama de la situation sur le plan physiopathologique et sur le plan des possibilités de prise en charge thérapeutique. Donc, on va être ouvert à vos questions maintenant. Merci déjà. Et puis s'il y a des questions, merci. Attendez 2 petites secondes, je me déplace avec le micro. Parce que... J'aimerais bien savoir ou connaître les causes de ces acouphènes. Vous avez entendu les causes des acouphènes. C'est ce qu'on a dit, c'est probablement le plus probable au départ un mécanisme qui va se situer au niveau des cellules ciliées de l'oreille interne, qui va dérégler le fonctionnement du système des neurotransmetteurs le long de la voie auditive. Donc du glutamate, qui va venir saturer et être trop produit dans les synapses des voies auditives. Ça peut être un traumatisme sonore extérieur qui vient abîmer les structures de l'oreille, ou une exposition prolongée à des sons potentiellement traumatisants, puisqu'ils vont entraîner des dégâts au niveau des cellules ciliées dans les zones aiguës et potentiellement l'installation de l'acouphène. Ah oui. L'acouphène, les patients présentant une surdité, les patients qui ont une surdité profonde qui arrivent à l'implant cochléaire, il y en a 80% qui ont des acouphènes associés. Ah oui. Donc c'est quand même très très fréquent l'association surdité-acouphène. Il peut y avoir aussi comme cause médicamenteuse. Aussi. Il peut y avoir aussi quel médicament? L'aspirine. C'est ce qu'on donne dans les modèles expérimentaux, c'est ce qu'on donne à très forte dose. Hein. C'est des doses qui sont 40 fois les doses utilisées en clinique. Mais l'aspirine, c'est ce qu'on utilise pour créer des acouphènes dans les modèles animaux. De toute façon, après, il y a beaucoup les médicaments, il y a des effets indésirables. Donc, si vous regardez votre liste, vous prenez un médicament et vous regardez ce qu'il y a comme effet indésirable, vous verrez, vous pourrez avoir des acouphènes. Les effets secondaires, oui, vous pouvez avoir des acouphènes avec des transitoires. Vous arrêtez le médicament, vous parlez l'intermédiaire de votre médecin et ça s'arrête. Aussi. Ah oui, d'accord. La plupart des médicaments, maintenant, on connaît les effets secondaires. Il y a des médicaments qui sont très toxiques pour l'oreille interne. Un des archétypes, c'est la streptomycine, donc dans les antibiotiques, et où il y a eu beaucoup de dégâts au début de l'utilisation, et qui impose maintenant des critères de prescription et de surveillance très rapprochés pour éviter au maximum la toxicité. Est-ce que les médecins sont bien informés de ces choses-là? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, tout au fond. Attendez, je me déplace pas vite. Il y a aussi des acouphènes, l'acouphène unilatéral. Il faut quand même parler peut-être du neurinome de l'acoustique, parce que c'est assez fréquent. Ça va avec sa surdité. Par exemple, vous avez une surdité progressive unilatérale, progressivement, et après apparition d'un acouphène, quelquefois, vous pouvez avoir des tumeurs bénignes, qu'on appelle des schwannomes ou des neurinomes de l'acoustique, du 8, et ça évolue lentement mais progressivement. Comment s'explique d'un point de vue biologique les variations d'intensité dans la perception de l'acouphène, par exemple avec la fatigue ou, qu'est-ce qui se passe au niveau des neurones, des synapses?
la pression atmosphérique. Par exemple, les gens qui travaillent aussi au bloc opératoire, aussi, il y a une modification de l'atmosphère, enfin de la pression atmosphérique, les variations du temps. Il y a beaucoup de critères qui font que la variabilité de l'intensité, vous êtes fatigué, vous le stressé, vous le percevez plus, donc vous pensez qu'il y a une majoration. Voyez. J'ai vu que le cerveau pouvait l'assimiler à un signal d'alerte. Donc après, ça interfère avec l'attention et puis voilà, la façon dont on sollicite, on mobilise son attention. Et donc on peut aussi, plus on va être fatigué, plus on peut avoir tendance à se focaliser sur ce signal qui peut être perçu comme un signal de désagrément et d'alerte. Et ça va venir l'amplifier ponctuellement. Donc c'est vraiment la façon dont le cerveau va percevoir cette information-là. Il n'y a pas de variation dans le signal, en réalité? Pas nécessairement. C'est souvent assez... Quand on va les rechercher en acouphénométrie, il y a une constance quand même, hein, je pense. En fait, quand on fait une acouphénométrie à un moment T, imaginons on refait la même à un moment où vous avez la sensation que l'acouphène est beaucoup plus fort, la mesure, elle ne va pas changer. C'est vraiment la perception que vous en avez qui varie. Et elle peut varier vraiment de façon assez forte. Et d'ailleurs, quand on fait une première mesure, des fois, on peut avoir un acouphène qui est mesuré à un niveau pas très fort, admettons 4 décibels, mais le patient en a une perception qui est forte, et on peut avoir une mesure d'un patient qui a un acouphène à 9 décibels, qui est quand même assez fort, et qui ne va pas du tout être gêné. En fait, l'invalidité de l'acouphène, elle n'est pas liée à la mesure, mais à la perception personnelle du patient. Merci. Le cerveau, il est fait pour s'intéresser aux sons qui sont porteurs d'informations. Donc un son qui est là en permanence et qui n'est pas très informatif, le cerveau, il va le mettre un peu de côté. Et il ne va pas s'y intéresser. Donc c'est ce qu'on disait avec la route ou le ventilateur qui tourne en permanence dans la pièce. Si au bout d'un moment, le son est là en permanence, l'oreille l'entend, mais le cerveau ne le perçoit pas forcément. Sauf si on se dit, il y a le ventilateur qui est en train de tourner, est-ce que je l'entends? Et là, effectivement, on va l'entendre. Et on va trouver que c'est potentiellement fort. Mais le cerveau, enfin, le système a été capable de mettre de côté cette information qui vient de l'oreille parce qu'elle n'est pas pertinente et pas porteuse d'un sens intéressant. Donc c'est vraiment ce système de filtre qui est important. Et c'est sur ce filtre qu'on peut jouer par la rééducation pour justement améliorer la tolérance de la sensation acouphénique. Bonsoir. C'est pas exactement une question, c'est peut-être plutôt... Enfin, moi, je suis très surprise par ce que vous venez de dire, parce que ce que personnellement je trouve très dérangeant, c'est justement quand il change de fréquence, voire quand il change d'intensité dans les oreilles. Et c'est là où il peut être très perturbant. Et donc, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que ces variations de fréquence et d'intensité qui peuvent être vraiment d'une seconde à l'autre, c'est pas des acouphènes. Si, c'est des acouphènes, mais du coup, la variation que vous ressentez, c'est peut-être que c'est pas le même acouphène, que c'en est plusieurs qui se superposent et que des fois vous en entendez un et des fois un second, et du coup ça peut varier en intensité, mais la variation d'intensité ça concerne un seul acouphène, et la variation de fréquence, je dirais que ça peut en être plusieurs. En fait, c'est souvent l'acouphène, c'est pas un son pur. Un son pur, c'est un son qui est sur une seule fréquence. Et souvent, un acouphène, c'est multiples fréquentiels. Enfin, donc, il y a plusieurs fréquences qui sont englobées. Et des fois, on peut avoir plusieurs acouphènes qui sont mélangés sans forcément savoir qu'il y a plusieurs acouphènes. Ou un acouphène qui englobe plusieurs fréquences, en fait. Je pense que j'ai le micro pour l'instant, monsieur, je vous passerai après. Oui, on parle toujours de acouphènes, on parle toujours de l'oreille, mais il y a aussi les acouphènes dans la tête. Moi, j'ai des acouphènes dans la tête qui après descendent dans l'oreille. Comment pouvez-vous nous expliquer ce phénomène?
Bon, c'est tout bruit potentiellement perceptible. On a discuté tout à l'heure de la rééducation possible parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses au niveau de la tension musculaire aussi, au niveau de l'ensemble du visage. Les muscles masticateurs aussi, on a quand même le muscle temporal qui est à la périphérie de l'oreille, donc qui va remonter jusque-là. Donc des phénomènes de contracture ou à son niveau vont pouvoir engendrer une gêne particulière qui peut être vécue comme un son et comme un désagrément à ce niveau-là, et qui va englober la région de l'oreille. Donc voilà, donc ça s'intègre dans une multitude de choses. Après, voilà, ça peut correspondre à ça, ce que vous décrivez. Oui, je voulais savoir, s'il vous plaît, s'il y avait une classification dans les bruits des acouphènes. Par exemple, moi j'ai une cocotte minute en permanence dans la tête. Est-ce que il y a les cocottes minutes? Est-ce qu'il y a autre chose? Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a comme ça des sons qui reviennent beaucoup plus que d'autres? Oui, surtout les sons aigus. Vous voyez, vous avez la télévision, quand vous aviez l'ORTF, vous aviez la mire, vous voyez. Donc ça fait un grésillement. Hein. Vous avez la cocotte minute, le chuintement du souffle aussi. Hein. Bon, il faut savoir si c'est un souffle permanent ou pulsatile, hein, donc qui synchrone du pouls. Ça, c'est très important. Dans les sons graves, qu'est-ce qu'il y a? Un bourdonnement, les bourdonnements. Un bourdon, voilà. Bon, après, dans les classifications. Il n'y a pas de classification. Non, dans les classifications qu'on utilise, nous, c'est des classifications de répercussion de l'acouphène sur la qualité de vie ou sur la vie au quotidien. Donc, c'est plus sa répercussion qu'on va prendre en compte que son type même. Voilà, mais après, effectivement, ce que vous décrivez, c'est très fréquemment rapporté par les patients qui ont une gêne acouphénique. Ouais. Bonsoir. Question peut-être pour toute l'équipe. Dans les centres d'audition, comme c'est mon cas, vous savez, quand est-ce qu'on peut vous envoyer des personnes et sous quels critères? Est-ce qu'on mesure, nous, le THI? À quel moment on peut vous envoyer quelqu'un quelque part? Question pour Aurore. En fait, au centre, du coup, on prend les THI à partir du niveau 3. Donc, je ne sais pas si toi, ça te parle, Benoît. C'est combien le niveau 3, Brigitte? Ouais, c'est autour de 40. Mais globalement, il faut qu'ils aient une orientation du médecin ORL. Donc, il y a un dossier à remplir auprès du centre. Il suffit d'appeler le centre. Le patient, il a le dossier. Il faut qu'il ait vu l'ORL préalablement. Et puis après, de toute façon, tout ce qui est questionnaire, ils sont re-remplis pendant le... Oui. Et l'acouphène depuis plus de 6 mois, oui, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, puis les sourds qui soient déjà appareillés et puis que ça persiste malgré la prise en charge déjà. Non, dans les acouphéniques, le critère, c'est 6 mois, qu'il soit adressé par un professionnel de santé. Ça peut être son audioprothésiste, un ORL, un autre professionnel, un psycho. Voilà. Hein. Il n'y a pas de critères. Après, il y a tout un dossier à remplir. Mais ce n'est pas obligé que ça soit l'ORL qui l'adresse. Après, dans le dossier d'admission, il y a toute une partie médicale où le médecin demande s'il a vu un ORL, si on lui demande s'il a eu l'audiogramme, vous voyez, le médecin généraliste, on lui demande ses traitements, tout ça. On englobe tout. Qu'est-ce qu'il a eu avant? Il y a un questionnaire d'acouphène qui est assez précis. Et on le valide ou pas? Je suis suivie pour un neurinome depuis 25 ans. Tout se passe bien avec IRM de contrôle. Et là, depuis un mois, à peine un mois, j'ai des acouphènes sans arrêt. Depuis 15 jours, c'est presque pas supportable. Mais bon, aujourd'hui, ça a l'air d'aller un peu mieux. Est-ce que le neurinome peut avoir des conséquences dessus? Ben c'est sûr que votre neurinome a eu un effet puisqu'il comprime votre nerf cochléaire. Donc, c'est lui qui entraîne la baisse de votre audition. Et je ne sais pas si vous avez une audition résiduelle sur votre oreille ou elle n'entend plus rien du tout?
Oui, elle est du coup. Je suis appareillée. Oui, c'est ça. Donc souvent, tant qu'il y a une audition utilisable, on l'appareille, mais ça restaure pas forcément la stéréophonie, mais ça peut atténuer l'acouphène. Un petit bruit de moteur tout le temps. Oui, oui. Non, mais ça peut fluctuer. Ça peut être circulatoire ou non? Non, c'est quand même probablement votre pathologie, hein. Donc qui est responsable de cette irritation. Parce que, pardon, excuse-moi, si votre acouphène... Et là, en fait, j'entends bien, mais ça résonne, donc Il faudrait que vous alliez revoir... J'entends bien, mais ça résonne. Il faudrait que vous alliez revoir votre audioprothésiste, déjà, pour... J'entends pas ce qu'elle dit. J'entends pas ce qu'elle dit. Faut aller voir l'audioprothésiste. Ah oui. Pour voir l'acouphène, comment... Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir si un schwannome sur le nerf auditif provoque systématiquement des acouphènes et si forcément le schwannome est évolutif. Le schwannome, il y a 25% des schwannomes qui sont diagnostiqués maintenant. Comme avec la sensibilité de l'IRM, on les diagnostique très facilement. Et donc, quand ils sont diagnostiqués, il y en a au moins 25% qui ne grossissent pas du tout dans la surveillance. Donc, mais ça implique de maintenir une surveillance quand même. Mais vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas parce que vous avez des acouphènes que vous avez un schwannome. Hein, donc, oui. Donc, l'autre partie de la question, c'était ? C'était forcément évolutif. Non, mais je vous ai dit 25%, ça ne grossit pas. Donc, ce n'est pas forcément évolutif. Et puis... systématiquement, ça provoquait des c'est pas, acouphènes. le signe clinique, pas forcément, mais c'est une surdité de perception unilatérale, d'installation lentement progressive. C'est le tableau le plus fréquent. Et il peut y avoir quelques sensations acouphéniques, mais qui ne sont pas obligatoires. Et même si le schwannome n'est pas très gros. Même si le schwannome n'est pas très gros. Ça dépend où il se situe. Normalement, il est sur le nerf vestibulaire, donc il est sur les nerfs de l'équilibre, mais il comprime assez vite le nerf cochléaire, et donc on a assez vite une répercussion clinique sur la baisse de l'audition. Donc, nerf de l'équilibre provoque des vertiges, des non, comme ça? Non, c'est plutôt rare dans les schwannomes, parce que votre système nerveux central, ça baisse très doucement, et le système nerveux central s'adapte au fur et à mesure à gérer l'équilibre. La petite différence de fonction entre les deux oreilles, elle est gérée par le système nerveux central le plus souvent. Et donc, les patients qui ont des schwannomes peuvent se plaindre d'instabilité ou de vertige, mais c'est rarement au premier plan. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport aux évolutions en fait, de la prise en charge déjà immédiate dès l'apparition de l'acouphène aux urgences chez le médecin ou même dans la société en général. Les gens ne connaissent pas forcément les acouphènes, comment on peut les avoir, etc. Et également dans la recherche, par exemple, avec les cellules ciliées, s'il y avait vraiment une impossibilité totale de les restituer ou si c'est une voie qui pourrait être potentiellement exploitée dans la recherche dans le futur. Et pourquoi ça n'a pas du tout déjà été fait avant, si c'est vraiment impossible ou non. Si on est exposé à un bruit potentiellement traumatisant pour l'oreille, donc il y a un traumatisme sonore ou qu'il y a un acouphène qui apparaît de façon brutale, très intense, ça nécessite une consultation urgente dans les 48 heures normalement pour vérifier qu'il n'y a pas de répercussion auditive. Mais une fois la répercussion auditive négative, qu'est-ce qu'on fait du coup en fait, dans cette prise en charge immédiate? Il n'y a aucune prise en charge immédiate. S'il y a eu un traumatisme sonore ou quelque chose, on met en général un traitement anti-inflammatoire pour avoir un rôle protecteur sur l'oreille interne quand même. Voilà. Faire du caisson hyper bas. Donc normalement la prise en charge c'est celle-là. Si ça apparaît comme ça d'un coup. Personnellement, aux urgences, ça n'a pas été la mienne. On ne m'a pas donné de cortisone sous 48 heures à la suite d'un traumatisme sonore. Oui, ça, c'est pas normal. Voilà, c'est pas ce que je ferais moi.
Voilà, mais après, ça dépend de l'examen de chacun et des conditions de chacun. Oui, mais ça, normalement c'est ça. Un traumatisme sonore aigu, ça doit être vu par un ORL avec un test auditif, même si ce n'est pas dans les 48 heures, dans la semaine, c'est bien quoi, pour vérifier un peu ce qu'il y a et puis mettre en place un traitement. Les cellules ciliées, alors les mammifères, les cellules ciliées des mammifères ne se régénèrent pas. Les cellules ciliées des oiseaux se régénèrent. Donc il y a des voies de recherche sur cet aspect-là, en espérant comprendre comment ça se passe chez les oiseaux et pour pouvoir voir si on peut en tirer des thérapeutiques. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste à l'état de recherche préliminaire. Donc ça pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a un projet de recherche clinique sur l'hôpital Necker pour les enfants qui ont un déficit génétique, enfin une pathologie génétique dans laquelle ils ont des cellules ciliées altérées, et par une thérapie génique, on commence à pouvoir refaire, créer des cellules ciliées fonctionnelles. Donc c'est vraiment très très spécifique et très rare. Mais là, il y a déjà des études dans lesquelles on va donc injecter à travers la fenêtre ronde un virus porteur qui va permettre d'aller corriger l'anomalie génétique et préserver l'organe de Corti. Donc ça existe déjà. Mais voilà, il n'y a qu'une, pour l'instant, étude là-dessus en France. Donc il y a quelques petites choses, ça avance, hein, la recherche va dans ce sens-là. Si, par exemple, vous avez eu un traumatisme sonore, une sirène ou une sonnerie de cours, des choses comme ça, il ne faut pas négliger. Après, si vous avez un bourdonnement d'oreille, vous dites ça va passer. Mais si ça ne passe pas dans les 24-48 heures, il faut consulter. En fait, c'est ce qu'on voit sur Internet, mais une fois qu'on consulte, on n'a aucune solution et aucune chose qui nous sont avancées. Et peu importe à qui on en parle, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout compris. À moins de chercher, et quand ça devient permanent, voilà, il y a des solutions qui sont proposées et c'est très bien, mais je parle vraiment à l'immédiateté. Il n'y a aucune solution et aucune compréhension des acouphènes dans le... Je ne sais pas comment dire, mais... Oui, mais j'ai bien compris. Il ne faut pas généraliser. Donc il va falloir qu'on communique auprès des urgentistes pour qu'ils prennent en considération et qu'ils arrivent à adresser et puis aux collègues d'ORL, mais non, en principe... Ça doit être fait, il n'y a pas de raison normalement si on se présente effectivement avec cette plainte-là aux urgences qu'on ne soit pas vu. Voilà. Ça devrait être fait. J'ai un acouphène pulsatile, je crois qu'on dit pulsatile ou rythmique, qui n'est pas synchronisé avec le pouls, qui est totalement irrégulier, dont je connais l'origine, un bruit énorme. J'étais tout près d'un TGV à un moment précis, et depuis ce temps-là, j'ai cet acouphène. Je suis allé voir un ORL. L'ORL m'a examiné, je n'ai pas de perte d'audition. Par contre, il m'a diagnostiqué une myclose du muscle du marteau. Oui, c'est un choc acoustique. Oui. Alors, il me préconise... Alors, le paradoxe aussi, c'est que j'arrive à le réduire en mettant des bouchons d'oreille. Ou tout simplement des boules qui est. C'est le muscle tenseur du marteau qui... Alors, ce qu'il me propose, si vraiment ça devient gênant, c'est d'inciser ce muscle du marteau. Est-ce que c'est invasif? Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Voilà. C'est toujours un petit peu invasif, surtout sur une oreille qui est un petit peu fragilisée puisqu'elle a subi un traumatisme sonore important potentiellement. D'aller opérer l'oreille moyenne, c'est un traumatisme chirurgical aussi. Donc c'est en tout cas à réfléchir avec une grande prudence. Voilà, parce que c'est une entité qui n'est pas forcément extrêmement bien connue quand même. Donc ça s'intègre dans ce qu'on appelle le choc acoustique et ça reste difficile à caractériser. On n'a pas de moyen objectif de l'affirmer, quoi. Comment expliquer que ça revient de manière totalement irrégulière? Ça peut revenir tous les 3 mois, tous les 15 jours, ça dure 2 jours, ça dure une journée, c'est vraiment très très variable. Est-ce que c'est lié à l'état général? Est-ce que c'est lié à...
Les fibres du muscle tenseur du tympan sont très particulières, donc elles peuvent avoir une contractibilité qui se maintient un petit peu en permanence et de façon prolongée. Mais après, ce qui va déclencher, c'est souvent des stimulations sonores qui vont entraîner ça. Je ne sais pas si tu as une autre vision là-dessus, Brigitte. Norena, à Marseille, maintenant, il met un capteur au niveau du tympan et comme ça, il voit exactement comment fait le tympan et au niveau du muscle aussi tenseur, il arrive à voir exactement comment se trouve le tympan et éventuellement, il propose de mettre des aérateurs, un aérateur, comme ça qui modifie en fin de compte la pression entre l'extérieur et la pression atmosphérique. Il est 20h. Donc, s'il n'y a vraiment pas de dernière question, écoutez, merci à tous. Et puis, je vous souhaite un bon retour et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.